Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place, je sais que la journée est longue, mais merci de prendre place et de prendre le temps de nous écouter pour ce dernier moment. Si vous voulez bien, ceux qui sont dans le hall, avancez. En bas. Mesdames et messieurs, Michelangelo, vous n'avez pas oublié que là, vous êtes sur scène, là-bas. Ah d'accord, ok. Tout va bien, tout va bien. Je voulais savoir, je voulais être sûr que vous n'ayez pas oublié. si vous voulez bien, on reprend. Merci. Venez, venez vous asseoir. J'ai pas pris ma feuille. Venez, venez pour la dernière table ronde. Et vous allez voir que maintenant nous allons... Oui, Pour conclure la journée. avec nous. Nous allons décoller. Vous m'avez déplacé. Oui, parce que là vous êtes intervenant à la table ronde, pas juste grand témoin, mais intervenant. Alors, chers amis... En vieillissant. Mais les gens sont partis. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ceux qui restent sont motivés. Merci beaucoup à tous ceux qui restent jusqu'au bout et qui vont avec nous espérer. Donc, ce lieu de recueillement est ce qu'il permet. Ces échanges aujourd'hui et ce qu'ils ouvrent comme coopération possible entre art et sacré à l'hôpital, tout ceci ne pouvait que nous donner envie de terminer par le verbe espérer. Espérer. Espérer, mais en quoi? En la guérison, en un monde que la recherche aura débarrassé de la maladie. L'espérance est évidemment d'un autre ordre. Il ne s'agit pas seulement de rêver un avenir radieux, mais de savoir, de choisir comment nous allons y arriver. Et il se trouve que nos deux invités s'affrontent à cette même question. Vous, Michelangelo Pistoletto, comme artiste, mais aussi comme, je pourrais dire, penseur, acteur, artisan d'une université des idées dans votre ville natale de Biella en Italie. Et vous, Corinne Pelluchon, philosophe passionné par la cause animale et plus généralement par les questions d'éthique, et auteur tout récemment d'un très beau et très vibrant essai sur l'espérance comme traversée de l'impossible. Alors, Corinne Pelluchon, on va commencer par vous. Vous dites très bien, dans cet essai dont je vous recommande à tous la lecture, pour continuer cette belle journée une fois qu'on se sera séparés, vous dites très bien qu'avant de parler d'espérance, il faut accepter de regarder le désespoir en face, de s'y confronter. Quels sont ces visages du désespoir aujourd'hui, selon vous, ceux auxquels vous êtes affrontés personnellement et puis ceux que vous entendez aussi dans la société autour de vous comme philosophe? Donc, merci pour l'invitation. Je suis très honorée de rencontrer Michelangelo Pistoletto. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, il faut peut-être distinguer l'espérance de l'espoir, parce que le verbe est identique, mais il y a quand même en français deux mots si différents. L'espoir, c'est l'attente de quelque chose de particulier, le vœu de voir mes souhaits personnels se réaliser dans un délai assez court, alors que l'espérance, c'est une vertu théologale à côté de la charité et de la foi,
et même si, comme dans mon cas, on veut lui donner un contenu laïque, elle a deux caractères qui la distinguent de l'espoir. Premièrement, elle vise l'histoire, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas relatif à ma petite personne, mais qui engage l'histoire, la collectivité. Et deuxièmement, et c'est paradoxal, elle suppose de prendre la mesure des difficultés, de la gravité de la situation et peut-être de perdre tous ces faux espoirs, toutes ces illusions pour abandonner une posture de maîtrise, de toute puissance et accueillir ce qu'on n'attendait pas. Donc l'espérance aurait affaire à l'inespéré, sans jeu de mots, et moi je la définirais, avant de répondre à votre question précise, par la capacité à déchiffrer en dépit des difficultés et du chaos et de la gravité de la situation, en dépit de la conscience, ou plutôt grâce à la conscience de sa faillibilité, la capacité à déchiffrer en dépit de tout cela les signes avant-coureurs, parfois faibles, d'un âge qui pourrait ouvrir de nouveau l'horizon. Et c'est là qu'on arrive à la question du désespoir qui, lui, est l'absence d'horizon. Quand on ne configure plus l'avenir, on a le sentiment de ne plus voir d'avenir, d'être enfermé dans un présent qui est la répétition du pire et d'être vraiment en prison et de plus respirer, de plus avoir de possible. Et le désespoir qui a une dialectique destructrice qui peut conduire à l'autodestruction, s'inverser en haine de soi et de la vie, eh bien, il a plusieurs visages, bien sûr. Il peut être individuel et beaucoup de personnes ont le sentiment de ne pas avoir d'avenir, jeunes ou moins jeunes. Et puis, il peut être collectif quand il y a des sentiments qu'il n'y a pas de dessein collectif ou en tout cas d'horizon. Et la tentation, dans ce cas, est grande de se satisfaire de récits simplificateurs qui comblent le vide et qui font un nous totalisant au lieu d'être un nous qui est penser à partir du visage et de l'infini, c'est-à-dire de ce qui n'est pas totalisable. Et donc, du coup, voilà. Alors, juste une chose, c'est vrai que ouvrir une séance sur l'espérance en commençant par le désespoir, c'est inédit, c'est paradoxal. Moi, ce que je voulais dire, en reprenant l'héritage biblique et pas l'héritage d'Athènes, pas le mythe de Pandore, où l'espérance elpis, c'est plutôt une consolation, hein. Quand on a tout enlevé, tous les mots s'échappent, il resterait ça pour nous aider à survivre. Au contraire, moi je pense que l'espérance qui doit nous permettre de remarquer ce que nous ne remarquions pas, enfermés que nous étions dans le mal ou dans la souffrance, et où on voyait tout à travers les lunettes de sa propre souffrance, on s'accrochait aussi peut-être dans des projections, où on n'en pouvait plus d'être déçu de soi-même et du monde. Eh bien, je crois que l'espérance peut naître, si elle naît, puisque personne ne peut la provoquer, elle vient comme elle vient, mais on peut l'empêcher. En tout cas, elle peut naître à condition que justement on ne soit plus dans la projection et qu'on accepte, et ça c'est en particulier par rapport au sujet qui m'intéresse, à savoir la possibilité de notre impossibilité liée au réchauffement climatique, mais aussi au mouvement de destructivité, ou en tout cas à cette dégradation très profonde de la démocratie, en tout cas la prise au sérieux, la confrontation avec cet impossible, où on ne voit pas la bout du tunnel, mais d'une destructivité, d'une destruction majeure, fait que eh bien, traverser cette difficulté liée à la perte de ses repères et peut-être aussi de sa superbe, l'abandon de justement ces certitudes peut paradoxalement ouvrir à quelque chose qu'on n'attendait pas. Et c'est vrai que Charles Péguy, qui a écrit un livre sur l'espérance, la comparait, non pas à un héros, à quelque chose de spectaculaire, mais à une petite fille que personne ne voit et qui, néanmoins, a l'énergie pour entraîner ses deux sœurs, ses deux grandes sœurs, les deux autres vertus théologales, la foi comparée à une épouse loyale et la charité à une mère. Et donc, c'est l'idée que l'espérance n'est pas héroïsme, n'est pas optimisme, qui est peut-être le masque du déni, mais elle est nécessaire parce qu'un être qui voit plus l'avenir souffre
et toute souffrance comporte le risque d'un enfermement, d'une dialectique et d'une... Moi, j'aime bien jouer sur le mot enfermement, hein, l'enfermement. Hein, je deviens moi-même incapable de voir les choses de manière lucide. Mais voilà, l'espérance, elle peut naître paradoxalement dans nos temps tragiques, à condition que nous prenions la mesure du mal. Et voilà. Mais évidemment, là, aujourd'hui, on était dans un contexte clinique. Peut-être on parlera de la maladie, de la cancérologie. Et là, c'est quand même différent. Hein. L'espérance, là, a d'autres... résonne autrement, bien sûr. En tout cas, c'est vrai que ce qui était intéressant là de vous avoir avec nous pour conclure cette journée, c'est que pendant cette journée, évidemment, on a parlé beaucoup d'une souffrance qui est... d'abord individuelle et qui concerne ensuite, qui se répercute sur les proches, les aidants, les soignants. Là, vous insistez aussi dans votre livre, vous venez de le dire, sur sa dimension collective et la perte d'un horizon commun dans notre société. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi inquiète ? Je pense qu'il y a plus inquiet que moi. Il y avait au moins aussi inquiet que moi. Olivier Mongin a exprimé son inquiétude et je crois que c'est une preuve de lucidité. Mais inquiète, ça ne veut pas dire désespéré au sens négatif du terme, mais il n'y a rien à faire. Effectivement, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il y a de graves dangers. On ne peut pas dire tout va très bien, Madame la Marquise, au niveau le réchauffement climatique et la possibilité de notre impossibilité qui menace notre survie, mais la survie des autres espèces, mais qui aussi a des conséquences globales catastrophiques, géopolitiques et aggravant l'état actuel de nos démocraties qui également sont très fragiles. Alors, en même temps, la démocratie est souvent attaquée par ses qualités majeures qui sont l'institution du bien commun, le fait que le sens est indéterminé et c'est à nous de le conquérir et d'attester l'importance de certains choix, à savoir fonder un ordre social et politique sur l'égalité en dignité de chacun et non sur l'essentialisme ou des hiérarchies. Et ça, moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, la négativité, quand on la traverse, ça veut dire qu'on l'endure avec un moment où il faut encaisser aussi de voir s'effondrer, par exemple, certains dogmes, comme l'équation entre progrès et croissance illimitée, et bien, ou quand on regarde en face l'intensité, par exemple, de la souffrance animale, et bien, ou l'intensité, le retour des guerres, qui sont quand même des déceptions majeures pour nous qui étions nés avec l'idée que la paix était assurée, eh bien, regardez ça, c'est vrai, c'est voir s'effondrer beaucoup de choses, perdre de son prestige, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Et moi, justement, j'insiste sur l'idée de regarder en face la destructivité et le mal. Et les fautes des autres pèsent sur notre innocence. C'était la manière dont Jean-Luc Marion expliquait la responsabilité pour la responsabilité de l'autre, la responsabilité pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il m'a fait, qui est la définition de la substitution, c'est-à-dire cette responsabilité au carré que Lévinas développe dans Autrement qu'être, au-delà de l'essence. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est-à-dire, au lieu de désigner le bourreau comme un autre, de l'altériser, eh bien, il s'agit d'assumer cette passivité, plus passive que toute passivité, qui est que la faute des autres pèse sur notre innocence, donc ne nous dédouane pas. Mais je crois que vraiment, moi, au lieu de parler de grands récits, d'idéologie, l'espérance est le contraire de l'idéologie qui fige, l'espérance n'est pas trop déterminée. C'est une aube après une nuit dont on pensait qu'elle n'aurait pas de fin, mais il y a quelque chose, des signaux faibles qui pourraient dessiner un âge, que moi j'appelle par ailleurs l'âge du vivant, mais parce qu'il y a des signes avant-coureurs aujourd'hui en plein chaos de quelque chose qu'on pourrait oser appeler le progrès, la cause animale, le souci pour l'environnement, vous allez nous dire à quel moment on peut commencer, et à quelles conditions on peut commencer à regarder ces signaux faibles et comment faire. Oui. Juste avant, Michelangelo, pardon, à chaque fois je vais trop vite dans la prononciation de votre prénom, Michelangelo Pistoletto, vous aussi, vous avez été en quelque sorte saisi par la crainte d'une fin du monde. Comment est-ce que vous avez choisi de vous en emparer comme artiste et comme penseur ? Choisi par qui ? De vous emparer, de penser la fin du monde. L'opposition entre une technique poussée à son maximum et une nature possiblement abîmée.
Comment est-ce que vous avez choisi de réfléchir et de travailler cette question? Je ne comprends pas très bien la question. Alors, en fait, qu'est-ce que ça a à voir avec l'espérance? Non, là, ce que je vous demandais, c'était vous, comment est-ce que vous avez choisi de réfléchir plutôt à la fin du monde, pas encore à l'espérance? À la fin du monde? À la fin du monde. Ah, vous parlez de ça? Oui, d'abord parce que là, on commençait la table ronde. La fin du monde? Oui, parce que là, on commençait par le désespoir. La fin de quel monde? Alors, chez vous, vous allez nous expliquer justement le troisième paradis. Je peux parler de la fin de l'univers. Le troisième paradis. La fin, le troisième paradis. Le troisième paradis, le troisième paradis est conçu dans le sens qu'il y a deux formes de paradis. Le premier, celui dans lequel nous étions totalement intégrés dans la nature. Donc, c'était une façon de vivre avant qu'on... la morsure de la pomme qui est biblique, non? La pomme était intégrée et nous, avec la morsure de la pomme, on est sorti de la nature, on a commencé à créer le monde artificiel. On parlait ce matin de la main sur la paroi. Hein. C'est le moment de la morsure. Hein. Donc, on a commencé à penser, et petit à petit, on s'est totalement empossessé de l'existant virtuellement. Maintenant, on a l'intelligence artificielle qui est la possession totale de la nature, hein, fait par l'être humain. Donc, mais sans arriver à l'intelligence artificielle, ça suffit de regarder le computer et on voit qu'il y a la pomme mordue. Donc ça veut dire que la représentation de la nature n'est tournée dans la représentation de l'artificiel. Donc il n'y a plus de nature. Donc, la nature. Mais en même temps, on se plaint, oh, on est en train d'endommager la nature, il ne faut pas utiliser le charbon, il ne faut pas utiliser Donc ce n'est pas complètement un paradis, ce deuxième paradis. On commence à avoir peur de ce qu'on fait avec l'artificiel. Donc, l'espoir d'un monde totalement possessé par l'être humain, maintenant, il commence à avoir des doutes. Peut-être on va faire juste le contraire. Donc on est dans un moment où les deux éléments, le premier paradis, la nature, le deuxième paradis, l'artifice, ils doivent vraiment, à travers nous, se mettre en accord, trouver une balance, trouver une forme d'harmonie. Moi, je ne parle pas tellement de beauté. La beauté va sauver le monde. La beauté peut être aussi horrible. Moi, je suis enthousiaste de quelque chose qui est peut-être destructif. J'aime la destruction. Donc, la beauté, il faut regarder. Mais alors, moi, je préfère parler d'harmonie. L'harmonie, donc des choses différentes, et peuvent trouver une sorte de balance dynamique qui permet l'harmonie. Moi, je pense qu'en effet, quand on parle de musique, on parle d'harmonie, on parle de danse, on parle de quelque chose qui est une harmonie, c'est-à-dire une sorte de balance qui n'est pas statique, hein, mais qui est dynamique. Donc, il faut mettre en pied et se soulever, perdre l'équilibre, et pour reprendre l'équilibre, perdre l'équilibre pour reprendre l'équilibre. C'est toujours une perte pour gagner, perdre pour gagner. Donc la danse est merveilleuse parce que c'est la recherche de voler, même si on n'est pas des oiseaux. C'est de perdre l'attraction, la lourdeur de l'attraction. Et alors, comment vous l'envisagez, ce troisième paradis? Il ressemble à quoi? Le troisième paradis, c'est exactement une responsabilité. Regardez, mais le deuxième paradis
et monter, mais très très lentement. Encore, nos ancêtres, mon grand-père était lié à une économie de la nature. C'était la campagne, les familles étaient familles de campagne. Non, même le roi et la famille royale étaient une famille de campagne. C'était tout ça. Il n'y avait pas encore le roi industriel. L'industrie n'existait pas, mais c'est l'industrie qui a détruit la famille de la campagne. Il n'y a plus de famille. Chacun est Vous voulez dire que les changements se sont faits extrêmement rapidement. Chacun est indépendant, gagne la femme, l'homme, gagne son argent. La famille est détruite. Et il y avait une sorte de garantie. On avait une sorte d'espoir dans le processus de la prochaine famille qui sortait de votre famille et tout ça, blablabla. Hein, fini, il n'y a plus rien. Plop, finito. Mais c'est quelque chose qui s'est passé dans 50 ans, 100 ans, voilà, pas plus. C'est une accélération incroyable. Aujourd'hui, on est arrivé à être capable de détruire le monde dans un instant. Hein? Quelle confiance avez-vous dans cette situation de l'être humain qui ne va pas pousser un bouton? On avait pensé qu'avec la chute du mur de Berlin, tout ça serait passé, hein, parce que, bon, on parlait de ça, on avait peur. On a même fait un exercice, une preuve. On a fait tomber une bombe atomique aussi. On a vu qu'est-ce que ça mène. Et maintenant, on se retrouve dans la même situation. Mais quand vous parlez d'espoir et d'espérance, moi j'ai un peu de difficulté parce qu'en italien, il n'y a pas la différence. Hein. Speranza, ça sert partout. En anglais, en allemand aussi. Hoffnung, hope. On n'a pas. Mais un espoir, une espérance de voir quelque chose qui nous donne la possibilité de penser que quelque chose de beau, de bien va continuer. On n'a pas l'espérance de j'espère que demain tout se casse. Non, mais alors c'est une manière de vous engager, mais de penser ce troisième paradis. L'espérance, justement, c'est que les êtres humains commencent à travailler après ces 50 ans dans lesquels nous sommes arrivés à ce point, puissent commencer à travailler pour trouver cet équilibre entre la nature et l'artifice. Nous sommes arrivés avec un pouvoir incroyable dans l'artifice destructif, qui peut être la bombe atomique, par exemple, ou bien l'intelligence artificielle. C'est un cerveau qui est grand, comme si un seul cerveau, c'était le cerveau de toute l'humanité. C'est quelque chose de fantastique, c'est merveilleux, c'est incroyable que je suis la chance d'être vécu pas dans le siècle dans lequel tout ça on pouvait l'imaginer, mais on y est. Mais aujourd'hui. Bon, alors comment est-ce que vous avez choisi de réagir? Mais en même temps, je sais comme artiste que si je pense à une espérance, je dois penser à sauver tout ça et en faire sortir vers quelque chose qui peut être vraiment inattendu, créé, inattendu. On ne le connaît pas. On ne connaît pas. Est-ce que la cité des... Est-ce que vous pouvez nous parler de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais on peut imaginer. Oui. Est-ce que la Cité des Arts que vous avez créée à Biella, est-ce que c'est déjà une manière d'imaginer et de travailler à ce troisième paradis? Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment très concrètement ce qui se passe dans cette Cité des Arts? Pour commencer, comment elle fonctionne? Je suis parti avec l'école, l'enseignement de l'école. Parce que j'étais invité à Vienne pour être professeur à l'Académie de Vienne, parce qu'ils avaient connu mes objets en moins, qui étaient vraiment une activité artistique qui s'opposait totalement au concept d'académie, le vieux concept d'académie. Alors, eux, ils ont dit, nous voulons que vous veniez ici pour créer la sécession
parce qu'à l'Académie de Vienne, il y avait, dans le début du siècle, ils avaient créé, les artistes de l'Académie, ils avaient créé un lieu dehors de l'Académie qu'on appelait la sécession. C'était pour être divisé, pour être libre de tout ce qui était la tradition. Ils ont fait un édifice, avec, c'est très très beau, avec un toit doré, une coupole dorée. Et là ils m'ont appelé pour montrer mes objets à moi, considérés comme une sécession. Alors ils m'ont dit, ben maintenant, vous faites la sécession chez nous, dans l'académie. J'ai dit, bon, c'est comme ça, je viens. Je suis allé, j'ai commencé. Et j'ai commencé à travailler. J'ai dit aux étudiants tout de suite, j'ai dit, regardez, vous êtes beaucoup ici, mais dans les musées, dans les collections, les grands systèmes, il n'y a pas de place pour vous tous, pour très peu de vous. Si vous vous engagez très bien, vous pouvez peut-être y arriver, mais il n'y a pas de place pour vous tous. Mais je ne veux pas que d'ici, il sort des artistes, comme je dis, faillis. Il faut que personne doit sortir d'ici en disant « j'ai fait faillite ». Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que toute la société a besoin de vous, pas seulement les musées. La société elle-même, elle attend que la création puisse aider cette société. Vous devez commencer à créer pour la société, avec la société. On a commencé à travailler avec tous les éléments, la technologie. Donc d'abord à Vienne, et puis ensuite... Mais en même temps, j'ai dit, oui, mais attention, là, c'est quand même une institution publique. Maintenant, je vais en créer une privée. Je vais faire mon atelier. Votre propre université. Voilà, l'université des idées. Des idées. Ça a continué, les artistes sont venus. Cette année, on va faire une grande exposition de plus ou moins, je ne sais pas si tous les artistes qui sont passés, on va voir qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Okay. Et chacun a fait quelque chose dans la société. Donc c'était votre manière déjà de vous engager comme artiste, oui, c'était, à partir de ce constat au départ comme école. Ouais. Mais moi, j'ai fait un manifeste en 1994, j'ai fait un manifesto arte dans lequel je dis c'est le moment que l'artiste prend sur soi la responsabilité de mettre en connexion tous les éléments de la vie sociale, tous les éléments, de la politique à l'économie, de la religion à l'architecture, de la communication au comportement. Okay. Tout, l'art. L'art doit devenir le lien actif de tous les systèmes sociaux. Okay. Donc, se prendre la responsabilité. Donc, l'art et l'artiste est l'être plus libre du monde, peut faire ce qu'il veut. Mais il y a aussi les philosophes. Donc, on va aussi demander à Corinne Pelluchon comment elle aborde. Quoi? On va demander aussi à Corinne Pelluchon comment elle, comme philosophe, elle est aussi libre. Je dis un mot et c'est fini. Mais après, il faut que cette liberté se transforme en responsabilité. Bien sûr, et c'est ce qu'on va demander aussi à Corinne Pelluchon comme philosophe. Alors, donc là, Michelangelo Pistoletto nous explique comment lui, comme artiste, il a choisi de commencer, de s'atteler à ce constat qui, au départ, pouvait être désespérant. Vous, Corinne Pelluchon, comment est-ce que vous avez élaboré, vraiment en philosophe, cette possibilité de traverser l'impossible, de dépasser ce désespoir qui peut, à certains moments,
nous guetter? Alors, je vais essayer de répondre sans trop répondre parce que c'est des questions massives. Mais je dirais que quelques remarques. Moi, je pense quand je parlais de signes avant-coureurs, il ne s'agissait pas de déclarer que ceci et cela était l'avenir, que ceci et cela était mauvais. Il s'agissait plutôt de déchiffrer à même le réel des signaux faibles ou des signes avant-coureurs qui dessinent un horizon qu'on pourrait ou pas prendre. Alors, c'est vrai qu'il y a des mouvements importants, me semble-t-il, qui convergent sans qu'ils soient identiques. Je pense que l'intérêt d'une part importante de la population pour l'écologie, pour la question du sort des animaux, individuellement et comme espèce, l'interrogation, le vœu de plusieurs personnes de vivre autrement, l'entrée de la notion de vulnérabilité en éthique et dans le droit, et l'idée d'un contrat social qui ne serait pas fondé sur l'égalité de pouvoir, mais qui ferait entrer d'une part les situations d'asymétrie que nous avons tous dans l'existence, mais qui aussi porterait sur des responsabilités à l'égard des êtres qui ne votent pas, qui ne sont pas encore nés et dont nous affecterons les conditions de vie, les générations futures, et puis aussi de regarder en face ce que disent de nous nos usages des autres vivants. Toutes ces questions, eh bien, pèsent dans notre société, inquiète, mais également dessine ce que moi j'appelle un âge du vivant qui tourne vraiment autour d'une autre habitation de la Terre. Ça, je crois que c'est un point commun entre nous, car il faut en trouver dans un dialogue. Eh bien, une autre habitation de la Terre, une autre manière d'être au monde ou à la nature. La nature n'étant pas avec un grand N extérieur aux constructions sociales et culturelles par lesquelles on la voit. Et ça, c'est bien dit par Merleau-Ponty dans la phénoménologie. Il n'y a pas une nature extérieure aux lunettes par lesquelles elle nous est donnée et dont nous l'approchons de manière toujours partielle. Mais la culture n'est pas non plus, il ne peut pas non plus tomber dans un dualisme technique-culture. Les technologies font beaucoup en médecine et Dieu sait si même l'intelligence artificielle dans le diagnostic peut être importante. Bon, voilà, la question c'est qu'il est vrai que au-delà même de la critique d'un système économique, qui est peut-être aussi une anthropologie, à savoir le capitalisme, au-delà de cette critique-là, il y a des phénomènes contradictoires dans nos sociétés, et des phénomènes différents, mais moi je me rappelle ce que disaient les grands pères fondateurs de l'école de Francfort, en plein chaos, Adorno, Horkheimer, disaient qu'il y avait une triple domination. Moi, ce qui m'avait fait dire que nous vivions, notre société est organisée autour d'un schème de la domination, le schème étant pour moi les principes organisateurs d'une société qui sont liés à des choix conscients et inconscients et qui imprègnent aussi notre imaginaire, notre rapport au monde, aux autres, au travail, et qui transforment tout en guerre, parce que c'est vrai que le schème de notre société, c'est plutôt la domination, au-delà même du système économique. Et la domination chez Adorno, c'est pas seulement la domination sociale, c'est la domination de la nature à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Ce qui veut dire que la clé qu'ils ont à peine esquissée dans ce texte écrit dans un moment de catastrophe, eh bien, la clé pour peut-être nous réconcilier avec les autres et avec les autres qu'humains et avec une part de nous-mêmes, c'est peut-être justement non pas de pacifier notre rapport à la mort, à la vulnérabilité, mais en tout cas de l'accepter et de ne pas le rejeter. Et là, je crois qu'on revient à la clé de l'interrogation, parce que la médecine est un laboratoire aussi. Elle a, évidemment, il y a les soignés, les soignants, mais elle est aussi un laboratoire pour la pensée, parce que c'est vrai qu'on est dans les situations cliniques, l'autonomie comme autodétermination est compromise en partie, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, les personnes ont des désirs et des valeurs, mais parfois compromises par les traitements et tout ça, et puis et c'est vrai que le mot effraction a été prononcé souvent. Moi, je dirais aussi que la douleur, comme la souffrance psychique, sont des expériences d'individuation. On est soi-même, c'est paradoxal, on s'en rend compte, mais aussi de séparation. Et qu'on est presque inaccessible quand la souffrance, Leiden ist ein Urleiden, est un trop souffrir, redisait Ricoeur. Eh bien, mais effectivement, ça demande, c'est un appel et à la responsabilité. Et ça, je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, au lieu de penser tout à la lumière de la liberté, qui est fondamentale, à la lumière du projet, qui est fondamental, à la lumière de la maîtrise, qui est fondamentale, et des innovations technologiques, voire des progrès sociaux,
égalité homme-femme, etc. Il s'agit de penser aussi l'existence à la lumière de la réceptivité, de l'alimentation, de la passivité, de la vulnérabilité, vulnus, de blessures, ne pas se défendre tout seul, être atteint, et de penser aussi notre dépendance à l'égard des éléments, des aliments, des autres vivants. Et ça jette une lumière sur la condition humaine et sur l'organisation sociale et politique qui est la chance, qui peut être une chance pour organiser les institutions, mais la société aussi autrement et le rapport aux autres vivants. Mais je trouve que la clé, c'est quand même ce rapport à sa vulnérabilité. Je voudrais juste ajouter une chose. Moi, plus, au lieu de me satisfaire des grands textes Kierkegaard et de Heidegger qui disent que notre rapport à la mort, pas la réflexion sur la condition mortelle de l'homme, mais le fait de savoir qu'un jour, il y aura disparition de notre individualité, c'est ça la mort. Eh bien, au lieu de dire que c'est la clé pour l'authenticité, pour ne pas perdre son temps, je pense qu'il faut partir du déni de la mort, qui est quand même, c'est tellement effrayant de savoir que tout ça, ça se terminera, tout est fini, dit Kierkegaard dans ce texte sur une tombe, mais également que nous sommes insignifiants, tout petits, comme vous avez dit tout à l'heure. Je pense que la prise de conscience, le fait de se confronter à sa mortalité, ou du moins d'échapper au déni de la mort auquel les religions ont apporté un apaisement pendant très longtemps, eh bien, c'est fondamental parce que aujourd'hui, les mauvaises nouvelles, le réchauffement climatique, mais également les guerres, réactivent cette angoisse de mort. Et beaucoup de psychologues, à la suite d'Ernst Becker, qui a publié The Denial of Death, il est mort d'un cancer très jeune, à moins de 40 ans, eh bien, il disait que quand on a le déni de la mort se manifeste par le présentisme, mais également par le fait de rechercher une sorte d'héroïsme par procuration, en suivant un gourou ou un chef charismatique qui va vous faire croire que vous avez quand même une importance. Car c'est vrai, on est confronté avec la mortalité à la disparition de son individualité et son insignifiance. Et cette dualité que nous avons, nous humains, d'être à la fois un corps, un esprit capable de plein de choses, mais être ramené aussi au corps, dans ses fonctions les plus élémentaires. Et ça, je pense que le réchauffement climatique, la réflexion sur la vulnérabilité, rapport hommes-femmes, animaux, tout ça, ça travaille ça. Et je pense que si on en tire les conséquences normatives, comme j'ai essayé de le faire, mais je ne vais pas le résumer là, ça dessine quand même, à la lumière de cette reconfiguration de la conception qu'on peut avoir de la condition humaine, ça dessine un projet politique qui n'a rien à voir avec celui qui est le nôtre, qui est fondé sur la compétition, la rivalité, dès le berceau, jusqu'à la faculté, et la guerre de chacun contre chacun, et le quadrillage de tout, y compris de la mer, etc. Donc ça, je crois qu'il y a vraiment... Alors du coup, j'ai répondu à ma manière à votre question, c'est pas de l'espérance, ça c'est du travail. L'espérance, c'est vraiment autre chose. Vous dites à un moment que c'est un discours de la méthode, mais je sais pas, parce que personne ne peut produire l'espérance. Non, mais dans la manière d'éduquer son regard, peut-être. Non, je pense que alors celui qui dirait je vous apporte l'espérance, je pense qu'il faudrait le conduire chez le psychiatre, parce que vraiment. Mais d'éduquer soi-même son regard. Non, ce que je disais, c'est que l'espérance, si on a eu la chance d'être sauvé de cette nuit sans fond, alors elle devient une méthode. C'est-à-dire, c'est un petit peu... Alors, ce sens un lien avec l'utopie dans Kant, dans ce texte magnifique de 1795, quand il dit « il ne doit pas y avoir de guerre, c'est un veto de la raison pratique ». Bien sûr, qui sait qu'il y en aura plein des guerres. Mais il dit, à partir de ça, de votre livre, à partir de cette idée-là, je vais essayer, la société va essayer de construire la paix. Donc, se donner à partir d'un horizon les moyens rétrospectifs. C'est ça, l'espérance, c'est comme le rapport à la mortalité, ça revient, ça a un pouvoir rétrospectif sur sa vie et ça donne une énergie, une direction. Et c'est ça, mais une direction qui est plus saine, qui n'est pas celle de l'idéologie. Donc voilà, je m'arrête, j'ai parlé trop. Non, mais alors je vais continuer à vous citer, mais parce qu'avec des passages que j'ai trouvés très éclairants de votre livre qui montrent à quel point cette traversée de l'impossible, c'est quelque chose de vraiment existentiel. Donc, vous dites, enfin plutôt au début, dans la première partie qui concerne vraiment après qu'on soit vraiment descendu tout au fond du désespoir, la puissance de vie peut s'éprouver quand on porte un enfant ou qu'on le prend dans ses bras, qu'on vibre dans l'étreinte érotique, mais aussi qu'on apprend à regarder les animaux pour ce qu'ils sont.
Et vous dites que cette puissance de vie est aussi celle qui est célébrée par les artistes. Donc ça, je trouve que ça rejoint et recoupe beaucoup de choses qu'on a dit et entendues aujourd'hui. Et puis ensuite, donc, sur quel est l'impact après de cette expérience de la puissance de vie, quels sont les changements qui peuvent être à l'œuvre après ça? Une fois que la vie a vaincu, qu'elle a été réveillée par un seul baiser, l'espérance devient un chemin. La volonté se fait pragmatisme et persévérance, mais surtout prudence. La fin est déjà donnée, à nous de trouver les moyens les plus adaptés pour que l'avenir à partir duquel les événements sont interprétés investisse le présent, oriente les choix, motive les êtres. Oui, parce que ça, c'était par rapport à l'éco-anxiété, qui a les mêmes manifestations que la dépression classique, hein, abattement, manque d'énergie, indignation, sentiment d'impuissance radicale, enfermement sur soi, etc. Mais je trouve que dans l'éco-anxiété, eh bien, les personnes en souffrant, c'est l'amour du monde qui en est l'origine. Hein. Ce n'est pas une crispation sur soi. Et le fait de mettre en lumière cet amour du monde et le vœu que l'humanité soit à la hauteur des défis actuels est quelque chose qui est très intéressant et qui est important à dire aux personnes souffrant d'éco-anxiété. Et puis aussi l'idée qu'elles se réunissent pour échanger et traverser ces émotions négatives. Notre société ne nous aide pas à traverser les émotions négatives, à ne pas adhérer totalement à elles et en même temps à ne pas les refouler. Et du coup, c'est vrai que chez les personnes et les mouvements Friday for Future, etc., que j'ai pu rencontrer qui souffraient d'éco-anxiété, et ça a été aussi mon cas, eh bien, il y a quand même, malgré tout, c'est très paradoxal, à la fois donc une anxiété très grande pour le monde et en même temps, petit à petit, la prise en compte de la valeur du présent, dans ce qu'il a de plus simple. Et là, on rejoint la question en médecine. Pour avoir fait beaucoup de visites dans les hôpitaux en fin de vie, mais pas seulement, j'ai pu observer l'importance du présent, de la qualité de la vie présente, cette ouverture à ces choses qu'on ne remarque pas trop dans la vie malheureusement courante. Eh bien, après cette traversée un peu d'une nuit, mais dont on ne dit jamais assez qu'elle peut engloutir. C'est pas l'idée que le désespoir, c'est super, tout le monde en sort. Il n'y a pas dans votre livre. Non, et puis il y a une dialectique destructrice, cette inversion de la souffrance en péché, pour parler comme Kierkegaard, ou de la souffrance en haine de soi et de la vie. C'est vraiment, malheureusement, le désespoir, il croît. Il ne reste pas identique, il s'inverse en honte, en culpabilité. C'est ça la difficulté, même dans l'éco-anxiété. Et c'est ça qui peut-être il faut casser, pas casser, mais travailler. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais fait ce livre intermédiaire, petit, c'est pas un livre universitaire, pour justement m'adresser à tout un tas de personnes qui souffrent d'éco-anxiété et puis aussi qui, sans souffrir d'éco-anxiété, ont vraiment le sentiment que il n'y a pas d'avenir, qu'on va dans le mur et qu'elles ne savent pas quoi faire, elles se sentent impuissantes et elles en souffrent, mais d'une certaine manière, elles sont des sentinelles et offrent au monde leur triste visage, mais pour dire non au statu quo. Parce que d'une certaine manière, c'est vrai que l'éco-anxiété a ceci d'intéressant, c'est qu'elle dit non au statu quo. Elle a cette force d'une certaine manière. Michelangelo Pistoletto, vous aussi, comme artiste, vous dites non au statu quo. Au statu quo, il y a la même chose ou pas en italien? On ne dit pas le statu quo? Ouais, je pense. À l'absence de changement. Oui, ouais. Ouais, tout va très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie cette date du 21 décembre que vous avez retenue et pourquoi vous avez choisi cette date et qu'est-ce que vous pensez à partir de cette date? Qu'est-ce que ça veut dire le Rebirth Day? La date, c'était le 21 décembre 2012. Mais on a commencé dans l'année, presque un an avant, entendre une voix qui disait que cette date ça aurait été la fin du monde, parce que c'était la fin du calendrier Maya. Voilà. C'était le calendrier finissait là, donc c'est la fin du monde. Et tout le monde parlait de ça.
Et moi, j'ai dit, bon, c'est pas possible, je ne crois pas que la fin du monde soit ce jour-là, mais on s'est bien engagé pour y arriver le plus tôt possible. Ça, on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle arrive, et finalement... on est en train de faire. C'est pas si loin d'une possibilité. Hein. Et bien alors, pourquoi pas ne pas prendre ce jour-là et de penser que c'est le départ d'un nouveau monde. Donc, la renaissance. On a utilisé un mot anglais, parce que comme ça, tout le monde le comprend. Rebirth Day. Et j'ai dit, bon, puisque j'avais fait la formule de la création, j'ai dit les artistes, des groupes de gens, aussi même de politiques, des gens comme ça que je connaissais, j'ai dit, pourquoi vous ne pensez pas qu'avec ce signe-là, c'est le signe de la création, on commence avec une nouvelle création. Donc... Alors, est-ce que vous pouvez juste, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, nous réexpliquer, ou on ne l'a pas là, mais... À quoi il ressemble ce signe de la création? C'est à la place de signe de l'infini mathématique. Donc, tu as une ligne qui se croise, et pour former deux cercles, tu croises 2 fois la ligne et tu produis 3 cercles. Donc, ce n'est plus seulement le signe mathématique de l'infini, mais c'est le signe du fini dans l'infini. Parce que le cercle central, qui était ce point qui représentait l'infini, qui est le croisement des 2 lignes, hein, s'ouvre et produit un cercle qui est vide, qui permet à tous les éléments qui se trouvent dans les 2 cercles opposés, qui sont tous les éléments différents, de se retrouver dans le centre, de se combiner pour créer un élément nouveau qui n'existait pas. Donc c'est ça, le système de la création universelle fonctionne comme ça. Moi, je suis arrivé à cette formule, mais les scientistes plus avancés sont venus, ils ont regardé, ils ont dit, mais nous n'avons pas fait le signe, c'est l'artiste qui l'a fait. Mais c'est le signe parfait, parce que d'une côté, au début, il y avait l'espace-temps. De l'autre côté, la matière et l'énergie qui se sont combinées. Et là, toute l'énergie a commencé à se transformer en une dynamique qui fait que tout se produit et cet univers ça devient de plus en plus large à partir de ce temps-là. Et aujourd'hui, ce cercle central est arrivé à être très, très grand, très grand. Et l'univers est en train de s'étendre. Donc, on est à un certain moment de cette extension de l'univers. Mais comment tout ça se passe? Se passe dans le fait que tout ce qui existe parce que ça a été combiné de façon que la combinaison d'un instant produit quelque chose qui n'existait pas. Donc, c'est la création qui continue tout le temps. Donc, c'est la formule de la création. C'est la formule de la création qui est, que j'ai identifiée pour la nature, et c'est exactement la même formule de la création que on développe dans tout le système artificiel. Nous, maintenant, on est en train de créer un 3e élément, toujours. Tout ce qu'on fait, c'est 2 choses qui se combinent. Donc, on a toujours un vide central, qui n'est jamais le même, hein, parce que c'est toujours... Le vide, il s'ouvre, et il y a toujours des éléments qui se combinent, et l'univers devient plus grand et plus grand.
Et donc, et là, chaque moment, comme je disais ce matin, les choses se passent et ce qui se passe ne se répète plus. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est né, c'est la création. Et ça continue. Ça, on peut dire, bon, l'univers, c'est pas infini, non, c'est pas infini, parce qu'il y a un moment où il n'y a plus une distance suffisante pour deux éléments pour se retrouver dans le vide et créer quelque chose qui n'existait pas. Parce que ce vide, il n'est jamais vide. Parce que s'il n'était pas vide, il n'y aurait pas la possibilité de deux éléments de se combiner. Et puisqu'ils se combinent, il n'est jamais vide. Mais donc, c'est le vide qui permet la connexion. Donc, quelle était la question ? C'était ça, de nous expliquer ce que c'était ce Rebirth Day et ce symbole de l'infini, et comment est-ce qu'à partir de ça, est-ce que c'est par ce moyen-là ? Alors, moi, je pense qu'il faut penser que nous avons la possibilité d'agir dans notre capacité en tant qu'humains de régler ce rapport entre la nature et l'artifice, si nous on a le plaisir de devoir continuer notre processus dans le temps de notre vie sur la Terre. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé effectivement cette réflexion et même ce travail pour, sur ce troisième paradis. Maintenant, nous n'avons pas seulement la possibilité de créer en tant qu'artistes. Nous savons que nous avons la formule de la créativité. Et ce n'est pas seulement réservé aux artistes. C'est la formule que tout le monde doit petit à petit savoir et utiliser. Alors justement, c'est une responsabilité de comment on l'utilise. Corinne Pelluchot, c'était un sujet détruire ou bien pas. Qu'on voulait aborder et dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre. C'est au fond ce que vous appelez dans le livre la responsabilité des intellectuels, des savants, des artistes, pour soutenir ce mouvement qui se nourrit des connaissances scientifiques, mais passe par un changement dans notre manière de concevoir notre place dans la nature. Comment est-ce que là, qu'est-ce que vous inspire au fond cette journée, ce dialogue, etc. Est-ce que ça fait partie, au moins ces réflexions, celles de Michelangelo Pistoletto, son travail, ça fait partie, ça peut nourrir ce changement de notre rapport aux autres, à la nature, au sens large, quoi. Vous avez bien dit que ce n'était pas juste une nature, celle qui est autour de nous. De fait, il y a pas mal d'artistes, d'écrivains qui font parler la nature, le point de vue des animaux. Il y a quand même des choses qui se font ça et là dans plusieurs pays. Moi, je pense que quand même la philosophie conserve sa plus-value. Je crois que c'est le doute, c'est aussi mettre de la perplexité sur les choses et faire en sorte qu'il y ait moins de dogmatisme, ce qui est quand même un boulot à plein temps par les temps qui courent. Et puis la deuxième, je parlais tout à l'heure d'accompagner un mouvement finalement déjà là, de déchiffrer des signes avant-coureurs et d'essayer de voir ce qui se passe et de l'interpréter. Est-ce que vous en avez vu aujourd'hui ? S'il vous plaît, je n'arriverai pas à parler. Je sais qu'en France, on coupe toujours la parole. C'est pour ça que je fais si bien dans mon deuxième pays, l'Allemagne, mais c'est... donc du coup, vous m'avez fait perdre la... Voilà, je disais que l'idée, c'était de pas... Voilà, l'idée du concept qui fige. L'idée, souvent, il y a eu des penseurs qui avaient tendance à arriver avec la solution toute faite, presque de manière idéologique. Je crois que vraiment, aujourd'hui, si le mot interdisciplinarité a du sens, si le rapport aux sciences sociales a du sens, et si la philosophie peut conserver sa plus-value, c'est justement d'essayer non pas d'imposer des concepts d'en haut, mais d'essayer d'interpréter, de déchiffrer, d'apporter une lumière, un éclairage toujours partiel, mais qui peut être juste, sur les choses. Et ça, c'est déjà énorme. Ça suppose de ne pas aller trop vite. Donc ça aussi, c'est à contre-courant de tout ce qui se passe, de tout le chaos,
d'écouter les autres, ça aussi, c'est pas la chose du monde la mieux partagée. Et puis, d'être à la fois modeste et audacieux. Modeste parce qu'il n'y a pas l'idée qu'on apporte la science infuse, et audacieux parce qu'il y a quand même l'idée de se confronter à un réel qui résiste et qui met en question beaucoup de nos certitudes. Donc moi, je vois le travail philosophique plutôt comme ça. Ce qui rejoint aussi quand même, moi j'aime beaucoup le texte de Merleau-Ponty dans Signe, un hommage à Claude Lévi-Strauss et Marcel Mauss, qui est un hommage au voyage. Et il parle d'un universalisme latéral, non pas sur plan banc hégémonique, mais où on fait se confronter les différents points de vue. On accepte d'être décentré, mais avec l'idée, et c'est ça en phénoménologie, qu'on peut avoir accès quand même aux choses elles-mêmes, en partie. Donc moi, je vois... Alors évidemment, on est dans des périodes où les critiques sont plus évidentes que ce qu'il s'agit de mettre en place. Et comme toujours, les idéologues parlent plus fort que les penseurs plus critiques, qui sont un peu isolés. Mais je crois que, sans doute, dans les années, les décennies à venir, pourront s'emparer de certaines choses des générations entières d'écrivains, d'artistes, de philosophes, de sociologues, parce que je crois vraiment que si la situation actuelle est difficile à vivre, politiquement, individuellement, elle est quand même, il y a un laboratoire formidable de choses, notamment qui touche au vivant et qui touche à cette réflexivité qu'on doit avoir par rapport à nous-mêmes, à la condition humaine, et par rapport à la notion, ce qu'on peut appeler progrès. Comme disait Adorno, encore une fois, le progrès commence là où il s'arrête. C'est-à-dire que c'est plus du tout le credo de choses de croissance illimitée. Donc il y a vraiment, voilà. Donc moi, je dirais que chacun apporte sa petite chose, mais je serais assez, non pas optimiste, c'est pas du tout mon style, mais j'aurais plutôt tendance à penser que peut naître quelque chose d'intéressant, mais qu'évidemment, entre-temps, il y a des dangers majeurs qui sont ceux la guerre, bien sûr, et puis derrière la guerre, tout ce que ça dit dans notre société, de cette déshumanisation, voilà. Mais il y a quand même des choses qui se passent, notamment sur cette question d'invulnérabilité. Et je voudrais juste finir, parce qu'on est quand même dans une journée sur le soin. Moi, je trouve que, si je puis me permettre, je trouve que ce que vous avez fait est vraiment magnifique, parce que, en cancérologie en particulier, les malades se sentent un peu seuls au monde, comme tout malade. Et comme il y a ce manque, il y a l'impression que le monde est désert, et qu'il y ait un lieu de recueillement ou de prière, comme vous voulez, mais qui accueille cette solitude, paradoxalement. Je crois que c'est ça qui est très... Moi, c'est ça qui vraiment... je trouve que c'est très beau. Moi je suis très heureux... Pardon. Je suis très heureux qu'on retombe toujours sur nos projets, que je pense... C'est quand même le centre de la journée. Ça donne de l'espoir. Mais je pense que justement, il faut savoir que nous sommes dans un moment de responsabilité incroyable, parce que nous avons quelqu'un qui nous qui nous domine. Il y a un système de domination incroyable. Et donc, moi, et quand quelqu'un me demande, mais vous, ils m'ont demandé, mais vous, à travers l'art, vous pensez, vous cherchez de changer le monde. Vous parlez d'un troisième paradis, vous parlez de Rebirth Day. Mais maintenant, Rebirth Day, il y a 250 ambassades qui travaillent sur ça. Donc c'est un espoir, si on veut. Une espérance, je ne sais pas. Mais il me demande, mais vous pensez de changer le monde avec l'art, mais est-ce que vous êtes heureux? Moi, j'ai répondu comme ça, j'ai dit, je suis heureux. Pourquoi? Je ne sais pas si je vais changer le monde avec l'art. Mais ce que je suis sûr, je peux dire, je suis heureux parce que je ne sais pas si je vais le changer, mais du moment que j'y travaille,
un pas après l'autre, je me sens déjà mieux. Autrement, je devrais être heureux d'être soumis à tout ça. Non, il faut travailler un pas après l'autre. Mais c'est le chemin. Mais il faut un but, il faut savoir où tu veux aller. Si tu veux aller sur la montagne, escalader la montagne, tu dois savoir que tu veux faire ça. Mais le travail, c'est pas sur pas pour monter. C'est ça l'équilibre que tu dois... Tu oublies l'arrivée, mais c'est le prochain, c'est le processus. L'espoir est dans le processus pour moi. Merci infiniment à tous les deux. Merci Michelangelo Pistoletto de nous avoir expliqué comment ce lieu de recueillement est une de vos réalisations et comment elle participe à un travail, en tout cas une prise de conscience de votre responsabilité et de la nôtre à tous sur la nécessité de changer le monde. Merci infiniment. En tout cas, moi personnellement, ce lieu de recueillement et la qualité de ces échanges aujourd'hui, ça me donne de l'espérance. Mais je laisse Thierry conclure. Dominique ? Avec la question de la salle. Alors, est-ce que vous voulez que j'aille poser ? Je vais donner. Alors, je vais m'adresser à Madame Péluchon, qui a clairement dit qu'elle était germanophile. Madame, vous ne citez pas un philosophe allemand qui s'appelle Hegel. Et je trouve que le travail de Michelangelo Pistoletto est parfaitement hegelien. Pour quelle raison ? Parce qu'il répond à une définition de l'art qui, à mon sens, c'est celle que je m'approprie, c'est la plus belle définition de l'art qui ait été citée. Elle tient en 3 mots. Qu'est-ce que l'art ? L'art, c'est la manifestation sensible de l'idée. Je crois que dans cette définition, on peut retrouver l'essence même du travail de Michelangelo, ce mètre cube d'infini. Évidemment, il ne prend pas parti. Pourquoi l'interrogeait-on sur telle ou telle croyance, telle ou telle religion et les manifestations, soit textuelles, soit iconiques de la religion ? C'est pas ça son propos. Son propos, c'est de prendre la posture d'un microbe, pour le citer, d'un microbe face à l'infini. Et donc, je vois chez Michelangelo Pistoletto ce mètre cube d'infini qui est sous la voûte céleste, en fait, vers la lumière, en récupérant, s'ils le souhaitent, s'ils sont consentants, toutes les appartenances religieuses, dans un même élan vers le haut. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions dans la salle ? Oui. Merci beaucoup pour cette belle journée, pleine de réflexions profondes, des opinions intéressantes. Mais en même temps, en fait, j'ai remarqué qu'il y a un manque de respect et du soin. Parce que Monsieur Pistoletto est un grand artiste, et en même temps, il est une personne qui a 90 ans et qui est assise toute la journée sur le stage. Et en fait, ce programme est hyper intense. Et même en face à l'attitude, tu peux dire agressive, étaient en fait des questions en fait assez aiguës. Donc en fait aujourd'hui on parlait le sujet, le soin, la protection, mais je trouve en fait il manque. Merci. Dominique, vous voulez conclure ? On va conclure. Il n'y a pas d'autres questions brûlantes ? Non. Allez,
Pas de question, on est un peu imbibé là maintenant, fatigué, mais aussi ravi et aussi soulagé d'avoir partagé ces moments. Voilà, donc je tiens à remercier beaucoup de personnes, je vais en oublier, mais je vais déjà remercier Michelangelo avant toute chose pour son inspiration, son courage quand même, hein, mademoiselle, son courage, sa capacité de résistance, sur l'éthique qu'il met dans la création artistique, ce qui n'est pas neutre. Hein. Tous les collègues qui sont venus de toutes les disciplines ont partagé le même état d'esprit. Et c'est quelque chose qui doit continuer à nous habiter. On est fiers. Alors, on a fait souvent allusion à Marseille en disant ouais, mais ça peut exister qu'à Marseille. Non, Marseille, c'est un laboratoire. Mais les choses qui se font ici peuvent se faire partout. Et si on a un espoir, c'est que l'esprit qu'il y a autour de cette journée, autour de cette réalisation, nous invite à continuer à réfléchir, à penser et à agir. Il y a un mot que n'a pas prononcé Michelangelo et que j'aime bien, qu'il a écrit et partagé avec Edgar Morin, c'est la démopraxie. Démopraxie. C'est-à-dire que c'est aux gens, au peuple aussi de refaçonner le monde pour le rendre plus vivable, plus habitable. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et rencontrer la santé ou la perte de santé, ce n'est pas une fatalité. Là aussi, il faut travailler ensemble. Il y a une deuxième allusion pseudo-mathématique que fait Michelangelo, c'est l'addition de 1 plus 1. Et 1 plus 1 égale 3. Voilà. Et donc cette espèce de triangle et d'alliance, on le vit aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon qui est importante à garder pour le futur. Donc j'ai le vœu que ce qui a été fait il y a très longtemps puisse continuer et se propager et s'étendre. Ça va s'étendre à l'Institut. Michelangelo va revenir à l'Institut. On va lui parler un peu de nos désirs et des envies, enfin nos désirs, surtout ceux des patients et des soignants. N'oublions pas les patients. Hein. Il y a 25 ans, on ne leur posait pas trop la question, mais là, ils prennent la parole et ils ne la quittent pas et puis ils sont tenaces. Donc, c'est un projet auquel est attaché Norbert Wey. C'est pour ça qu'il nous a invités à participer à cette réunion. C'est un projet de la ville de Marseille qui est là, qui est présente, qui nous a aussi soutenus dans l'action et dans la réflexion. Parce que la réflexion, c'est pour l'action. Et j'ai donc un deuxième vœu, un deuxième souhait, c'est de propager cette approche. Nous sommes certains d'entre nous des acteurs de la santé. La santé, ce n'est pas un monde de spécialistes, ça nous touche tous. Et qu'on offre aux gens qui rencontrent le doute ou l'incertitude par rapport à leur santé un peu de hauteur, un peu de beauté, un peu de spiritualité, et considérant que leur propre situation de vulnérabilité est quelque chose de sacré que la société doit protéger, ça me paraît essentiel. Et je fais le vœu, et j'y crois, et je militerai pour ça, pour que ça se propage dans tous les établissements de santé de ce pays qui en profitaient bien. On a des beaux hôpitaux, ils sont bien organisés, avec des beaux circuits pratiques, bureaucratiques, numériques, organisés. N'oublions pas qu'il s'agit de personnes, et de personnes qui souffrent, qui se posent des questions. Et on a parlé tout à l'heure des difficultés financières. Franchement, de penser, ça ne coûte pas très cher. De prendre le temps de penser, ça ne te fait pas de mal. Et de faire travailler des artistes pour qu'ils essaient d'élever notre pensée et de nous permettre un peu de sérénité, ça ne nous coûtera pas trop cher. Donc je sais que nous nous engageons dans cette voie. Sachez quand même que si on considère que c'est qu'à Marseille, ça s'est passé à Marseille, etc., bon, c'est une province rebelle. Non, ça se passe partout dans le monde quand même. Hein. Bon, voilà, à Boston, à New York, ce sont des questions qu'on se pose sur le besoin de réflexion, de pensée, de spiritualité dans les soignants, chez les personnes soignées, et aussi pour les soignants. Parce que les soignants ne sont pas que des
des acteurs mécaniques de la production de soins à haut débit. Eux-mêmes ont besoin d'avoir un sens et ils se sont engagés à soigner les humains. Et pour ce faire, ils ont besoin de croire à ce qu'ils font. Et pour ça, il faut leur en laisser la possibilité. Et quand on parle de perte de vocation, c'est un mauvais terme. C'est-à-dire qu'ils ne retrouvent plus le sens de leur vocation. Et c'est pour ça qu'il faut aussi résister et continuer à monter des édifices dans lesquels on va continuer à défendre la pensée, la beauté, au service des personnes et au service des plus vulnérables, quelle que soit leur confession ou leur absence de confession. Voilà, donc je vous remercie. Nous allons donc conclure cette belle journée. Et elle sera conclue dans une demi-heure par un concert qui va être consacré, là aussi, l'art et la beauté au nom du sacré, que nous fait Raphaël Imbert sur la musique sacrée de Bach à Coltrane. Voilà, donc je vous invite à 18h30 autour d'un verre que nous prendrons à l'étage d'en dessous. Voilà, merci pour votre participation.